Chers amis, vous êtes sur le Matinal Tocsin. Merci d'être là. Partagez, likez. Vous le savez, c'est extrêmement important. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci en tout cas d'être là pour ce vendredi en format normal de matinale, pendant que notre cher ami Clément est en vacances. Et ce matin, je voulais qu'on revienne sur la révolte fiscale des auto-entrepreneurs. On en a parlé la semaine dernière avec Josie Curl. Et bien, ce matin, on va parler des entrepreneurs, des commerçants, bien entendu. Et pour ça, je reçois Morgane Trintignant. Morgane, salut, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, très bien, merci beaucoup. Ben merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur Tocsin ce matin, Morgane, parce que tu as fait une vidéo. Alors toi, on va le dire, hein, tu as patron de plusieurs bars, notamment en France, et tu es basé sur Aix-en-Provence. Et jeudi dernier, tu t'es dit, ça suffit, il y en a marre, commence à en avoir vraiment marre. On va faire un rassemblement devant la mairie d'Aix à 18h30. Il y avait déjà pas mal de dizaines de personnes. Et la vidéo qui a été tournée pendant ta prise de parole sur cette grande place, elle a fait plus de 550 000, 560 000 vues. Super succès, ça a été beaucoup repris sur les réseaux. Hein. Au-delà du rassemblement, on voit qu'il y a une appétence quand même pour dire stop aux raquettes fiscales que tu dénonces. Hein. Ah oui, absolument. Au rassemblement, on était peu nombreux. Hein. C'était une manif sans syndicat, donc c'est très compliqué de faire une manif un peu spontanément. Oui. C'est même la première fois que je fais ça de ma vie. J'ai fait des manifs à l'époque contre les rétorsions pour le Covid, contre la fermeture des commerces, contre les aides et contre les fermetures, puisque j'étais contre les deux, puisque je voulais pas d'argent, je voulais qu'on nous laisse travailler. Donc là, j'ai fait des manifs comme ça avec quelques camarades spontanément. Bon, il y avait 30 personnes qui collaient au truc. Et là, on a démarré à 10 personnes et en une demi-heure, on était 50. Des gens qui étaient même pas au courant qu'il y avait une manif, qui sont arrêtés, qui ont écouté, qui ont dit ce que vous dites, c'est pas bête. Mais tu sais, Nicolas, c'est vrai que je suis commerçant et que j'ai invité à créer le mouvement un peu des lanternes rouges, qui pour moi est la première étape de la révolte des fourmis. Mais j'appelle pas que les commerçants, j'appelle tous ceux qui ont le sentiment d'être la putain de l'État. J'appelle tous ceux qui ont le sentiment de se prostituer pour l'État, tous ceux qui le matin partent, laissent leurs gamins, laissent leurs femmes, laissent leur famille, pour qu'une heure sur deux soit consacrée à un État qui ne les défend pas, un État qui ne les protège pas, un État qui ne prépare pas leur avenir, un État qui n'est pas stratège, un État qui est glouton, obèse, un État qui est insupportable. Ces gens-là, je les invite à mettre une lumière devant leur fenêtre la nuit, pendant qu'ils dorment, parce que faire des manifs pendant qu'on dort, c'est facile. Pour un mec qui est entrepreneur, qui n'a pas le droit de manifester parce qu'il il peut pas. Un entrepreneur, il peut. C'est pas qu'il aimerait pas. C'est que s'il manifeste, non seulement il n'a pas de salaire au moment où il manifeste, mais il détruit son salaire de plus tard. Quand vous avez un commerce, vous le fermez pour des raisons internes, le client qui vient taper à la porte et qui ne trouve personne, vous n'êtes pas sûr qu'il va revenir. Parce que quand on est commerçant, quand on a une boutique, quand on a une entreprise, on a ce qu'on appelle une promesse client. Ça, c'est un truc que certaines écoles de commerce ont bien oublié d'apprendre aux gens. Ça veut dire que quand vous êtes ouvert de 8h du matin à midi, 14h à 18h, si un jour quelqu'un vient dans ses horaires d'ouverture, vous êtes fermé, c'est que vous n'avez pas respecté la promesse client. C'est la première promesse que vous faites au client. Vous ne la respectez pas, c'est fini. La fois d'après, s'il revient, c'est qu'il est bien gentil. Donc, un commerçant qui manifeste, c'est un commerçant qui est soit déjà mort, soit il a un pied et demi dans la tombe. Donc, pour protester et pour savoir qui n'est pas d'accord et pour savoir si ce mouvement est nombreux ou si non, on est très peu nombreux à avoir l'impression de se prostituer. Tout le monde est très content de la situation. J'invite tous ceux qui ne sont pas contents à mettre une lumière rouge à leur fenêtre. Une lumière rouge, c'est quoi? C'est une ampoule LED de 4 watts qui ne consomme rien, avec un peu de vernis à ongles rouge dessus, sous un rideau, près de la fenêtre, qui éclaire un petit peu la rue, légèrement, et qui fait appel un petit peu au symbole des maisons closes du début du siècle dernier, où il fallait une lumière rouge pour dire que là, il y avait une maison de joie. Ben voilà, vous êtes un petit peu ça. Derrière cette fenêtre, c'est quelqu'un qui se prostitue pour l'État, et juste, il veut juste dire à ses dirigeants, aux passants, à tout le monde qui voit cette lumière, je suis bien au courant que je tapine, et ça va pas durer, parce que j'en ai marre. Voilà, c'est ça, c'est le mouvement des lanternes rouges. Je l'ai fait jeudi soir avec mon commerce. J'ai mis une ampoule que j'avais peint en rouge à ma vitrine. Mais j'ai des tas de gens qui m'ont envoyé une photo. Là. Je les remercie et je posterai leurs photos au bout d'une semaine pour voir un petit peu comment ça a pris dans différentes villes. Envoyez-moi vos photos sur X. Morgane Trintignant, il n'y a pas de pseudo. Hein, je joue, moi, je suis à poil. Hein, Tu joues franc jeu. Oui, bien sûr. Caché. Personnalité, effectivement. Puis à un moment donné, il faut y aller. Donc, vous m'envoyez les photos de votre petite lumière rouge à votre fenêtre.
depuis la rue ou depuis chez vous. Vous voyez, hop, une petite photo, vous mettez la ville. La ville, c'est tout. Voilà. La ville, vous m'envoyez ça. Et moi, je ferai un petit montage pour montrer que ça y est, ça commence. Je pense, Nicolas, que dans 3 mois, on va commencer à marcher dans les rues de France la nuit, le soir, et on va voir des petites lumières rouges par-ci, par-là s'éclairer. C'est la première étape. D'accord? Alors, bien sûr, il y a plein de gens qui disent oui, vous voulez mettre des lumières rouges, alors que l'heure, elle est plutôt à mettre des pics et des fourches. Ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Dans l'idéal, on fait un référendum interne, on destitue tout le monde, on crée une espèce de tribunal populaire où on peut juger les gens qui ont fait n'importe quoi pour que les nouveaux n'aient pas envie de recommencer. Bon, après, on fait un film. Parce qu'on sait très bien qu'avant d'arriver là, il va falloir beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de drames. Ouais. Regardez la révolte des vignerons en 1907. Regardez le travail de Poujade en 53-59. Regardez les Gilets jaunes. Regardez la fameuse la colère d'Achille et la ruse d'Ulysse. Hein, voilà, petit clin d'œil qui est derrière moi. Voilà, regardez comment on s'est fait bananer parce qu'ils sont plus forts que nous, parce qu'ils sont beaucoup mieux organisés. Forcément, ils le font en Afrique. Ah ben oui, avec tout le pognon qu'on leur donne, ils arrivent très bien à se protéger. N'oublie pas cette phrase de Maurras, hein. L'État gouverne mal, mais il se défend bien. Donc, il faudra du temps avant d'arriver à atteindre ses facultés vitales, entre guillemets. Et pour ça, dans un premier temps, un petit symbole simple, une petite lumière rouge, le soir, pendant qu'on dort, ça coûtera rien et ça peut-être pourra faire beaucoup de bruit. Commencez à la mettre à votre fenêtre. Des gens vont se poser des questions. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il met une lumière rouge à sa fenêtre? Et puis il va chercher. Et puis hop, le symbole va revenir. Et là, peut-être qu'on va retrouver un moment comme à une époque où on tapait sur des casseroles comme des Mongoliens là. Peut-être qu'on va faire ça, mais sans faire de bruit, sans abîmer nos poils téphales, qui ne peut exister puisque la boîte va bientôt fermer, puisque les normes écologiques et compagnie, et puis bien sûr, notre cher droit social français qui détruit notre industrie, fera qu'on aura des poils chinoises. Donc voilà, profitez-en pour râler comme on sait le faire quand on est entrepreneur ou quand on a son compte, profession libérale, ou quand on est cadre supérieur. Pourquoi cadre supérieur? Quand on est cadre, on se fait taxer à 5% de charge. C'est-à-dire que vous vous en rendez pas forcément compte. Alors normalement, un cadre, il a la conscience. Parce qu'un cadre, déjà, il parle en salaire brut. Vous voyez? Moi, mes salaires ne sont pas cadres. Ils parlent en salaire net. Donc, quand on leur demande combien ils sont payés, ils vous disent 1005, 1007, 1008, 2000. Non. Quand tu es payé 2000, tu coûtes 4002, 4003. Parce qu'il y a les charges, il y a les contributions, il y a les charges patronales. Et puis, il y a tous les à côté formidables de notre État. Ce qu'on appelle, j'appellerais des impôts par destination. Vous avez des impôts directs, des impôts indirects et des impôts par destination. C'est les pires. Là, par exemple, mon épouse vient d'avoir sa première salariée, une alternante. Elle a une toute petite boîte. Elle vend des bas collants, une petite entreprise. Elle a pris un alternante parce qu'elle n'a pas trop de sous. Eh bien, on vient de l'appeler pour lui dire qu'il faut vérifier que son lieu de travail est en conformité avec les règles et que ça va lui coûter 3 000 € de vérification. Ah oui, quand même. 3 000 € de vérification, ah oui. C'est 2 personnes qui viennent sur site pour vérifier si c'est bien. Alors, c'est une mezzanine avec un petit bureau et un escalier. Mais on n'est pas à l'abri qui nous explique que l'escalier, la marche est d'1 centimètre trop basse. Enfin, on est dans du délire. Hein. On est dans un délire qui est colossal. Donc, vous voyez, ça, c'est de l'impôt indirect sur un salarié. Ça, il faut le considérer. Et puis, quand vous avez un salarié, vous devez l'inscrire à la médecine du travail. Bim, 400 balles par an. Et puis, quand il fait sa vérification de médecine du travail, ça vous coûte 80 €. Et il est payé pendant qu'il fait sa médecine du travail. Et puis après, vous avez son bulletin de salaire qui est payant. C'est minimum 35 balles un bulletin de salaire pour une petite entreprise, par bulletin de salaire. Donc, c'est compliqué. Il y a des métiers où il y a 2 pages de bulletin de salaire, tellement qu'il y a 2 lignes que personne ne peut avaler, à part les mecs qui font les logiciels. Et ces logiciels, ils les vendent aux Américains. Parce que du coup, quand vous faites un bulletin de travail en France, vous avez une partie de l'argent qui part sur une entreprise qui a été vendue à un Américain, tellement qu'ils savent qu'ils peuvent se gaver sur la complexité d'État français. C'est ça notre pays. C'est-à-dire que l'État n'a plus aucun contrôle sur rien, à part sur nous. Voilà. Mais c'est intéressant, Morgane, là-dessus, et merci d'être là ce matin sur Tocsin. L'histoire des lumières rouges, c'est intéressant parce que ça donne vraiment l'impression des gilets jaunes. On le rappelle en permanence, les gilets jaunes, l'idée au début, c'était de se montrer dans la voiture avec un gilet jaune sur le tableau de bord. Et c'est ce qu'on avait dans la voiture. Et après, on a vu que très rapidement, au bout d'un mois, ça a donné ce que ça a donné. Bon, peu importe les suites, mais il y a eu quand même un mouvement, ça a été très, très massif et ça a été viral pour le coup. Hein. Ça a été viral, mais physiquement viral. Je pense que les gilets jaunes, comme toi, comme pour moi, ça a été pour toi
un déclencheur. Je ne sais pas à quel Oui. moment tu t'es réveillé en disant putain, faut pas que je reste là, faut que je fasse quelque chose. Mais moi, c'est clair que les gilets jaunes, Mm. c'est ce qui m'a fait découvrir la pilule rouge, c'est ce qui me l'a fait avaler. Mm. Voilà, les gilets jaunes, moi, je l'ai en travers de la gorge. Mm. Voilà, j'ai été gilet jaune 15 jours, j'avoue. Dès que la gauche est arrivée, je suis parti, j'ai pas pu résister. J'ai pas pu. En fait, c'est pas compliqué. Je résumerai mon combat gilet jaune par le suivant. Mm. Premier week-end, je dis au mec: «Putain, c'est super, vous êtes géniaux». J'amène un pack de bière. Alors, j'avais amené un pack de 1664 blanche parce que, moi, j'aime bien la bière française et j'aime pas la 8-6 pour des connotations, Mm. bref, diverses et variées. Donc je leur Ouais. ramène un pack de bière. Les mecs, ils sont contents, ils disent merci. Le week-end d'après, je vais sur le rond-point et je ramène des clubs de golf, des balles de golf pour leur faire taper des balles, pour créer une animation rigolote, Mm. pour leur montrer que, voilà, parce que moi, c'est mon loisir et je voulais leur montrer, tu vois? On passe un Ouais. super moment, on s'éclate. Le week-end Mm. d'après, je viens sans rien, il y avait du monde que je connaissais pas. Il y a un mec il y a une mec qui passe en Porsche, il y a un mec qui prend une pierre, qui jette la pierre sur la Porsche. Là, je vais voir le gars, je lui fais: «Mec, qu'est-ce que tu fais?» Et là, le mec, il fait: «Ah, cet enculé, fils de pute de riche». Mm. Je vois que les gilets jaunes qui étaient là au début, ils sont choqués, mais ils disent Mm. rien parce qu'ils savent pas ce qu'ils ont en face d'eux. Ouais. En face Mm. d'eux, c'est la mort de leur mouvement. Ce qu'ils ont en face d'eux, c'est l'extrême Mm. gauche, c'est la Mm. jalousie, c'est la haine de l'autre, c'est la haine de Mm. celui qui réussit, c'est l'homme qui veut faire des impôts payés par les autres, c'est Mm. l'homme qui va détruire toute la valeur de leur mouvement. Et Mm. moi, je suis là, je dis: «Les gars, qu'est-ce qu'on fait?» Et en fait, Mm. je m'en vais parce que je peux pas cautionner qu'un mec qui a une Porsche, qui a dû payer des milliers d'euros de taxes dans sa vie pour se payer sa putain de Porsche, la fasse caillasser par un connard. Mm. Donc, à partir de là, je me suis rendu compte que ce mouvement était populaire, mais que la France était coupée vraiment en 2 et Ouais. on peut pas faire état tous ensemble là, c'est pas possible. Il y en a qui Mm. veulent la destruction du pays et il y en Mm. a qui veulent l'évolution du pays et moi, je suis pour ceux qui veulent l'évolution et l'évolution, Mm. elle passe par quoi? Elle passe par se réunir et ne pas faire rentrer des briseurs de grève, ne pas Mm. faire rentrer ceux qui vont être les idiots utiles du gouvernement, ceux qui vont Mm. permettre à Ulysse de pouvoir nous décrédibiliser aux yeux de toute la France, aux yeux du monde, avec bien sûr le concours des médias complices, en Ouais. disant: «Regardez les gilets jaunes, ils ont cassé les vitrines». Non, les gilets jaunes, ils ont rien cassé. Ils étaient Mm. autour de la flamme de l'inconnu et ils la Ouais. défendaient. Oui, Là, oui. ils étaient là. Ceux qui étaient en train de dévaliser et de saccager l'Arc de Triomphe, c'était pas des gilets jaunes. Mm. Les Oui. gilets jaunes, sur des survêtements, Lacoste, sur des survêtements Nike, sur des Mm. maillots de foot, qui étaient en basket requin TN. Et c'était Mm. ça qui saccageait le Mm. truc. Pas des Mm. gilets jaunes, ça c'est des Antifa, c'est des Black Blocs, ça c'est des Mm. enculés, c'est des gens qui Mm. étaient là pour détruire Mm. une cause noble, qui était celle Mm. des gilets jaunes de révolte populaire, complètement sensée et D'ailleurs, légitime. sur cette question-là, notamment de l'Arc de Triomphe, où il y a des affrontements très violents, à un moment donné, un CRS, on voit très bien cette image, il tombe, il est déséquilibré et il est extirpé par les Gilets jaunes pour, à un moment donné, le sauver Absolument, d'une- d'une- absolument. d'une- d'un D'une groupe portion. d'individus qui manifestement allaient le lyncher. Après, ici, il n'est pas question de poser la question de la police, du rôle de la police aussi dans la répression du mouvement, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais je parle juste de cette séquence-là où manifestement ce CRS a été sauvé du lynchage par des gilets jaunes qui l'ont extirpé de là. Et je pense que certains CRS, ça je le dis, auraient dû quand même prendre en compte cette image pour éviter de frapper sur des femmes et ces femmes et des hommes qui étaient venus simplement manifester parce qu'ils en avaient juste ras-le-bol. Voilà. C'est, Mais c'est pas sujet. c'est Ouais, non, voilà, on va pas épiloguer sur la Oui. police, c'est gentil ou pas gentil. On sait très bien qu'il y a des gens formidables dans ce corps de métier. Il y en a qui font leur métier avec un zèle qui est parfois inquiétant. Il y Ouais. en a qui savent, faire la part des choses. Ouais, Mm. voilà, on va pas en discuter. On sait très bien que Ouais. rien Mais n'est facile. pour en revenir à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi, bon, on parle je parle de ce racket fiscal, une nouvelle fois, quand on est entrepreneur, je pense qu'on sait rapidement de quoi on parle, véritablement. Et puis, tu le dis aussi, tu l'élargis aux contribuables français qui aujourd'hui se font labourer littéralement. Et maintenant, ces gens-là pensent aujourd'hui à nous faire payer à l'avance des impôts de 2026, alors qu'avant, c'était à N-1, c'est-à-dire l'année d'avant, de payer par rapport à l'année d'avant. Maintenant, c'est l'année tout court, puisqu'il y a les prélèvements à la source. Et maintenant, ils sont en train de réfléchir à nous faire payer à l'avance l'année à venir. Là, manifestement, il y a quand même un seuil de flottaison qui va craquer à un moment donné pour bien des gens. Mais moi, déjà, je sais que j'ai payé donc en avance, Mmh. l'an dernier et Mmh. vu que ma rémunération s'est effondrée avec la baisse d'activité,
Ils ont dû me renvoyer de l'argent. Mais cette Ah oui. année, si je paye ce que je dois payer, je ne suis pas certain que l'an prochain, ils aient les moyens de me rembourser. Parce Ouais. qu'on n'est pas sûr que l'État va tenir encore 2 ans. Ouais. Ouais. Ce que je disais à la manifestation, c'est que l'État soviétique s'est effondré à 63% de prélèvements. Aujourd'hui, l'État français dépense 63% du PIB pour faire marcher la- le social, les institutions, la sécurité, entre guillemets, la justice, en gros guillemets, l'éducation, entre gros guillemets, voilà. Mais prélève que 57% que. Sauf qu'un jour, il va falloir payer 63%. On est déjà au bord du gouffre et la marche arrière me paraît très, 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 très compliquée. Donc, la question, c'est pas vraiment est-ce que ce pays va s'effondrer? Il y a plus de 8 chances sur 10 qu'il s'effondre. La question, c'est lorsqu'il se sera effondré, sur quelle base va-t-il être reconstruit? L'État Ouais. soviétique, comme il a été depuis 1980? Ou alors un État libéral, comme De Gaulle l'avait construit? Ouais. Parce que c'est Notamment, je voulais ordonné. la semaine dernière, on a reçu Xavier Dalbert, le patron de François, Xavier, que je salue bien entendu, qui nous a fait quand même certaines révélations sur l'agence française de développement, avec le fric qu'on balançait à droite, à gauche, sans rien. Et puis, il y a 2-3 jours, Sarah Knafo, notamment sur CNews, a donné d'autres chiffres. Je rappelle que Toxin, avec Xavier Dalbert, avait déjà montré cette espèce de gabegie d'argent. Franchement, c'est une folie, en fait. C'est une folie. C'est-à-dire qu'on vient de taxer les entrepreneurs, les contribuables qui font marcher ce pays, qui cotisent et qui font tourner la machine. Et on apprend que l'Agence de France de développement et d'autres, les accords de Paris, toute une série de choses, des Jeux Olympiques, les 1,4 milliard pour dépolluer la Seine, ces gens-là, en fait, dépensent notre pognon, jettent notre pognon par les fenêtres. Ni plus ni moins. Et ils viennent, à un moment donné, c'est nous, créateurs de richesses, créateurs d'idées. T'es très dur, t'es très dur. Tu les prends Ouais, pour des abrutis. Tu les prends pour des abrutis avec les poches trouées. Pas du tout. Mm. C'est pas par les fenêtres qu'ils jettent notre argent. Mm. Ils jettent pas dans n'importe quelle fenêtre. Ils Mm. jettent leur pognon dans des fenêtres qui communiquent avec des immeubles, qui communiquent avec leur poche ou la poche de leurs copains. Mm. L'image, elle est pas bonne, la fenêtre. La fenêtre, ça veut dire que ça part au vent. Non, non, Oui, non. Ils oui. jettent dans un endroit où quelqu'un a répondu à un marché public avec accointance, ou derrière, il a un sous-traitant avec accointance, qui fait que derrière, ça remonte. Je veux dire, Buzyn à la santé, Pfizer d'un côté, tous ces trucs Mm. de l'autre. Mais je suis désolé, tout est lié. Mm. Tout est lié. Le monde est beaucoup trop petit, malgré tout ce qu'on peut nous faire croire, pour Ouais. que des milliards d'euros disparaissent. Ils Mm. disparaissent pas pour tout le monde. Et la Mm. personne qui les a fait disparaître n'est pas du tout inconnue avec la personne qui va les retrouver. Mm. Et je te garantis que si on prenait leur agenda ou leur répertoire, eh ben, on Mm. verrait des liens qui sont bien plus proches que l'homme qui a vu l'ours. Ouais. Ouais. Donc là, Mm. ils dépensent leur argent, ils dépensent notre argent, pardon, chez Mm. leurs copains. Et leur copain leur fera un retour quand il faudra sur investissement. C'est Mm. certain. J'ai vu beaucoup de marchés publics. J'ai répondu à des marchés publics où je me suis fait latter parce que bêtement, j'ai suivi le cahier des charges. En fait, non, faut pas suivre le cahier des charges, il faut suivre le cahier des copains, c'est tout. On connaît les histoires. Voilà, c'est dès l'instant que l'État, dès l'instant que Mm. quelqu'un dépense de l'argent qui n'est pas le sien, Mm. un risque énorme de tricherie. Mm. Énorme. Et vous ne Mm. pouvez pas mésestimer ce risque de tricherie. Il y avait Mm. des hommes où tu pouvais leur donner beaucoup et tu savais qu'il manquerait pas un centime à la fin. Ça, Mm. c'est une ça n'existe plus aujourd'hui en France. C'est des mecs du bois de Mendes France, Mm. de Général Ouais. de Gaulle, comme ça. Aujourd'hui, à qui? À l'époque, il y avait encore Philippe Séguin, il y a pas très longtemps, je crois, qui était raide comme la Ouais. justice à ce niveau-là. Mais sinon, tous ces mecs-là, je veux Mm. dire, quand c'est pas un costard, que j'en veux même pas pour un costard à ce pauvre garçon, Ouais. mais Ouais. c'est autre chose, c'est une voiture de fonction, c'est une petite ville à la base, c'est un avantage, Mm. une petite, un riad au Maroc pendant 3 semaines. Il y a toujours une contrepartie. Mm. Ouais. Aujourd'hui, on est arrivé au bout. On est au bout d'un système où on peut faire confiance en nos élites. Mm. C'est plus fort qu'eux et c'est plus fort que la nature humaine profonde. Faut même Mm. pas leur en vouloir. Faut Mm. juste, voilà, par exemple, tu vois, moi, je suis par exemple, je suis de famille automobiliste. Mm. Ma famille Oui. elle défend depuis longtemps. L'automobile se fait défoncer en France depuis la loi E20 à peu près. Loi E20, Mm. depuis 74, mais depuis la loi E20. La loi E20 va tuer le sport automobile en France en interdisant les marques d'alcool et de tabac de faire de la promotion et de sponsoriser l'automobile.
Voilà, on va perdre ce rêve qui est la compétition sur notre territoire, qui va créer des vocations, qui va créer de la passion. Parce que la passion, c'est le carburant numéro 1 des Français. On n'a pas de pétrole, mais la passion a fait on a pu avoir le nucléaire, on a pu avoir des tas d'idées, on a pu être brillant pendant des années. La passion. Mais en tuant la passion, ben, on tue beaucoup de choses. On tue beaucoup de choses. Et ils ont tué la passion, mais quand tu regardes bien, ils l'ont pas tué que pour des raisons dites de bienveillance populaire. Ouais. Non, non. Le mec, je crois que le mec qui travaille dans le cabinet de Monsieur Evin, il s'appelait Jérôme Cahuzac. Mm. Je crois que Cahuzac travaillait en lien étroit avec un laboratoire qui vendait des petites pilules pour arrêter de boire. Mm. Vous voyez, contre l'alcoolisme. Pilule qui marchait pas, mais qui devait être remboursée par la Sécu. Ouais. Laboratoire qui potentiellement était chargé économiquement. Vous voyez, je crois que des trucs comme ça. Si vous mettez la loupe sur toutes les lois qui sont censées nous faire du bien, vous avez des gens qui se gavent derrière. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un rapport très, très récent qui est sorti, notamment en mettant en exergue le fait de la corruption qui était devenue hors de contrôle en France. Je veux dire, même des organismes indépendants aujourd'hui, on le voit, je veux dire, mais on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui sont absolument dingues. Et le problème, c'est que nous, et je reprends, c'est la Transparence internationale sur l'indice de perception de la corruption notamment, et qui disait que depuis 2017, 26 ministres ont été impliqués dans des affaires politico-judiciaires. La mise à l'examen récente des figures clés du gouvernement, Alexis Keller, Rachida Dati, Philippe Tabarot, Aurore Berger, traduit l'affaiblissement des principes d'exemplarité au sein de l'exécutif. Je termine. Le principe de la démission d'un ministre mis en examen, défendu initialement par le président de la République, a été totalement abandonné, exacerbant ainsi chez les Français le sentiment d'impunité dont jouiraient les élus. C'est un vrai. Aujourd'hui, on est arrivé à des niveaux qui sont absolument stratosphériques. Qu'est-ce que t'en penses, Morgane, là-dessus, notamment? Il y a toujours eu de la magouille en politique, mais quand le pays se portait bien, ça va. Nicolas, tu parles de gens qui ont été pris la main dans le sac. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, ils ont vraiment quelqu'un qui les aime pas. Et ils ont vraiment malin sur un truc. Vraiment. Ouais. Mais si on arrive à avoir tous ceux qui n'ont pas encore été pris la main dans le sac, si on arrivait à avoir une vraie commission d'enquête, indépendante, avec des gens, tu vois, indéboulonnables, des sortes de pairs de France qui diraient non, mais nous, on n'a pas d'intérêt nulle part. On n'a pas le droit d'avoir d'intérêt nulle part. On n'a qu'une mission, c'est de lever des lièvres, et en fonction des lièvres qu'on lève, on prend des sous, tu vois. Des mecs qui auraient tout pouvoir, une sorte de parquet national financier, mais pas inventé par Hollande, tu vois. Ça marche pas. De base, il est biaisé le truc. Mais je te jure qu'on verrait. Ce qu'on verrait. Exemple, s'il y a des restaurateurs ou des commerçants dans mon milieu du bar qui nous écoutent, juste, je te donne un exemple. Un exemple à quel point on a des systèmes mafieux internes, mais des systèmes tellement vulgaires en termes de montage de mafia que Don Corleone, il dirait, mais moi je le fais pas, ça va pas ou quoi, je suis grillé en 2 secondes, tu es fou quoi. Je te dis, nous, les barman, les bars de nuit, on paye la SACEM, d'accord? Par la personne, ça, sauf à ceux qui mettent de la musique chez eux. Voilà, chez eux en professionnel. Écoutez bien. La France paye la SACEM à peu près 10 à 20 fois le prix des droits audio-musicaux qu'on le paierait en Suisse, en Italie, en Espagne, en Belgique, partout dans le monde. On paye 10 à 20 fois plus cher. Alors tu vas dire, mais pourquoi? On passe quasiment la même musique, puisque la culture et l'art est mondialisé aussi. Donc on écoute Rihanna, machin truc, tu vois, on n'écoute pas que du français, on écoute tout le monde. Pareil pour le Suisse. Tu vois, le Suisse, à Lausanne, j'ai un copain, il paye, voilà. Lui, il paye 300 francs suisses par an à SACEM, moi je paye jusqu'à 20 000 €. Ah oui, c'est incroyable. Ok, bon. Tu peux dire ce que tu veux. Eh bien, tu te dis, mais pourquoi c'est aussi cher? Ben, tu te rends compte que si tu es membre du syndicat des restaurateurs, tu vas payer 30% moins cher. C'est beaucoup, 30% de remise sur une somme aussi importante. On ne parle pas de 5%, on ne parle pas de 1 000 balles, on parle de 20 000, 30 000 balles. Et là, écoutez bien, parce que ce que je vous dis, c'est une bombe. Et ça va sortir dans pas longtemps, parce qu'on est obligé de faire un syndicat pour défendre ça. Eh bien, le syndicat en question, il t'octroie cette remise. Donc, du coup, tu vas au syndicat, puisque grâce à lui, tu économises. C'est une offre commerciale. Tu sais qui c'est qui négocie le tarif SACEM? Ben, c'est le syndicat. C'est comme si la CGT demain était désignée par l'État pour déterminer l'âge de départ à la retraite.
La CGT et la CFDT, parce qu'ils vont pas être tout seuls, sortaient du bureau du ministre et disaient aux Français: «Voilà, donc l'âge de départ à la retraite, c'est 67 ans pour tout le monde, Mmh. mais si vous êtes adhérent à la CGT et à la CFDT ou FCD, beh, ce sera, 50 ans». Mmh. Et du coup, tout le monde va cotiser à la CGT, tu Ben, vois? forcément, ouais. Mais la CGT, qui était un syndicat voyou, comme beaucoup de syndicats, comme le MEDEF, comme d'autres, attention, je même eux, ils Mmh. feraient pas ça. Même eux, ils seraient pas suicidaires au point de ne pas défendre Ouais, tous les syndicats, tous les gens qui ouais, sont censés représenter, ouais, tous adhérents leurs ou pas. militants, ouais. Mmh. Et nous, dans notre métier, non. Le Mmh. syndicat négocie le tarif, Mmh. leurs membres à eux. Mmh. Donc ils ont intérêt à ce que le prix soit le plus cher possible pour que la remise couvre largement la cotisation du syndicat. Mmh. Et quand vous allez à la SACEM, vous dites: «Ouais, c'est un peu cher votre tarif», ils vous disent: «Mais adhérez au syndicat, vous aurez une remise». Et Mmh. quand vous allez sur le site du syndicat et que vous dites: «Pourquoi avoir un syndicat?» Ils vous disent en gros: «Beh, parce que comme ça vous avez une remise de 30 à la SACEM». Mmh. Ouais, Tu vois le c'est pour le moins étrange. C'est pour le moins et là étrange. et là on parle de 10 milliards de vols. On Mmh. parle de 10 milliards de spoliation des commerçants français. D'accord? Ouais. Mmh. Et ce n'est même pas ça n'a même pas encore été, passé en correctionnel. Mais ça va Mmh. venir, hein. Voilà, Mmh. si vous écoutez ça et que vous êtes commerçant dans mon domaine, croyez-moi, ça va swinguer, hein. Dans l'année qui va Mmh. arriver, ça va swinguer. Et si vous êtes à la SACEM, croyez-moi, ça va swinguer aussi, hein, mais pas pareil. Et si vous êtes Ouais, dans ouais. d'autres domaines, je pense Ouais. qu'il y a vous êtes dans tous vos domaines, vous avez un truc à Mmh. regarder. Il y a vraiment quelqu'un qui vous vole, mais de manière, heu, éhontée, quoi. Vous voyez? Mmh. Genre, «Oui, oui, je Mmh. te vole». Ouais, ouais, ben ça, en tout cas, voilà, ça c'est, on verra ce combat, Morgane, que tu vas mener ou que les gens qui travaillent dans les bars vont mener avec faire ça. Parce que nous, on t'écoute là-dessus, on attendra, on t'attendra la suite de cette histoire qui est assez édifiante quand tu la racontes. Mais pour finir, pour venir à nos moutons, puisqu'on arrive à la fin de l'interview là-dessus, finalement, là-dessus, par rapport à ce qui s'est passé avec Aix-en-Provence, par rapport, tu penses qu'aujourd'hui, au-delà des lumières rouges que les commerçants, même les artisans, tu disais, ou les contribuables peuvent mettre à leur fenêtre là-dessus, tu penses que concrètement, là, le trop-plein, la jarre est pleine, ça y est, c'est terminé. Quand on voit ce qu'on voit, manifestement, que tout éclabousse, les affaires éclaboussent de plus en plus, manifestement, on peut comprendre qu'il y a un ras-le-bord généralisé qui risque de déborder, non, Morgane, selon toi ou pas? Oui, attention Nicolas, souvent on prête beaucoup trop de Ouais, capacité de révolte à des gens parce qu'on se regarde nous-mêmes et nous on a ouais, envie de crier à l'exploser. Faut pas oublier quand même que des milliers de Français ont mis des masques, ont joué de la flûte traversière avec des masques percés, des milliers de gens sont restés chez eux. Faut pas oublier quand même que la capacité de domestication, d'un peuple aujourd'hui en 2025 avec les médias qu'on a, avec mmh, le narratif qu'on nous sort, heu a transformé beaucoup de Gaulois réfractaires, mmh, heu, en mondialistes, en autruches et en tubes digestifs, quoi, pour reprendre ouais, tes termes. Voilà, après l'autruche, elle a 2 pattes. Bon, elle a des ailes, elle vole pas, mais elle peut courir vite et mettre des coups de bec. Il suffit qu'elle sorte sa tête du trou et voilà, et là, c'est la panique. ouais, Le tube digestif, une fois qu'il a bien digéré, qu'il en a marre, il peut aussi se lever du trône et aller, et voilà, et refermer son pantalon et mettre des ouais, des coups de latte. Donc rien n'est perdu. Je veux dire, moi, j'ai été un tube digestif. Moi, ouais, en 2017, j'ai voté Macron. J'ai fait partie de ces nouilles-là, quoi. Donc mmh, rien n'est perdu. Dire vous avez fait des conneries, comme moi, comme plein d'autres, vous pouvez vous réveiller. Je veux dire mmh, aujourd'hui, tous ceux qui sont sur les bancs, de la révolte, sont pas les héritiers d'une doctrine politique, qui a été mmh, écrasée et qui en fait a raison. Non, non, on vient aussi d'avoir voté Sarko, donc moi j'ai voté Sarko, donc j'ai bombardé Kadhafi, donc j'ai ouvert le verrou, de l'immigration sur toute l'Europe, ouais, au mépris des intérêts de l'Italie voisine. ouais, J'ai participé à voter pour un mec qui a supprimé la double peine. mmh, J'ai enfin, plus, je crois que j'avais compté 5 trahisons graves, sur Nicolas Sarkozy. ouais, mmh, J'ai voté Macron, je veux dire en 2007. Je veux dire, voilà, j'ai cru à un État start-up, j'ai cru à un État libéral, ouais, j'ai cru mmh, j'ai cru au petit bouquin qu'il avait fait écrire par des sbires à lui que j'avais lu en diagonale pour voir qu'est-ce qu'il y a dans son programme. J'ai cru, maintenant ça y est, j'en suis revenu et pour compenser ma niaiverie, mmh, je me bats. ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Et Non, c'est mais c'est bien. Au moins, il y a eu un éveil, mon cher Morgan. Il y a eu un éveil. Il y a eu un éveil. Voire un réveil brutal, j'ai envie de dire. Un réveil brutal.
Pour moi, le réveil, c'était les Gilets jaunes. C'était quand la révolte populaire a apporté tous les éléments à l'État pour faire les réformes nécessaires. Et qu'au lieu de dire enfin chic, il y a une révolte qui nous permet de faire le boulot pour libérer l'économie, pour tout ça. Ils ont pris là les mots d'Édouard Philippe. On va utiliser la ruse d'Ulysse pour leur faire fermer leur gueule et les asservir encore. Parce que le fait marquant de ces Gilets jaunes, c'est quoi? C'est que des gens qui n'arrivaient pas à vivre avec leur salaire, pauvres, on leur a dit: «Maintenant, vous allez quémander 150 balles et en fait, on va vous transformer en misérables». C'est la définition de Charles Péguy entre un misérable et un pauvre. Un pauvre, il a pas beaucoup, mais il a rien à demander à personne. Un misérable, pas beaucoup et il doit demander à quelqu'un. Donc, grâce à leur stratagème, on a transformé des pauvres en misérables et ça, c'est très, très grave et moi, je supporte pas qu'on misérabilise mon peuple. Je le supporte pas, je le supporterai jamais. Et rien que pour ça, pourtant, Édouard Philippe, quand il est arrivé au pouvoir, je l'ai trouvé génial, je le suçais ce mec. Putain, je l'ai vu en conférence avec les jeunesses entrepreneuriales, le CJD et tout. J'étais à fond. Putain, mais quand j'ai vu ce qu'il a fait avec le matériel, il avait le terreau pour faire une France incroyable avec ces gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré les écraser au fond d'un reste purée comme ça. Putain, je déteste ce mec-là. Je déteste. Voilà. Ouais. En tout cas, ça me fait penser quand tu parles, Morgane, notamment, ce que me disait un gilet jaune depuis un certain temps. Il me disait il faudra dire aux autruches au tube digestif que si vous ne descendez pas dans la rue pour manifester, un jour vous y descendrez pour mendier. Et je trouve que ça rejoint parfaitement ce que tu dis. Voilà, par rapport à ça, je trouve que cette phrase assez pertinente et c'était un gilet jaune qui s'appelle Michel d'ailleurs, est toujours là et j'espère qu'il va bien. Et j'ai trouvé cette citation extrêmement intéressante. Merci Morgane en tout cas pour ce long entretien sur ce mouvement, on rappelle. Hein. Oui, un message rapidement à tous les entrepreneurs, professions libérales, tous ceux qui gagnent leur pain de leur travail et qui sont des contributeurs nets. Mais les salariés, ça compte aussi, hein. Surtout les cadres, parce qu'ils paient encore plus de charges. Mais même les salariés normaux, déjà, ils se font bien avoir sur beaucoup de choses. La pyramide de Ponzi des retraites, et je parle je veux dire, on n'aurait pas le temps de faire la liste de toutes les arnaques auxquelles ils contribuent. D'accord ? Revenons juste à un truc. N'oubliez pas, chers amis, que vous soyez aisés ou presque riches, il n'y a pas de riches en France, il y a que des gens un petit peu aisés. N'oubliez pas que même si pour l'instant ça se passe encore correctement pour vous, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Voilà. N'oubliez pas ça. C'est en train de bouger et il vaut mieux que ça bouge dans une bonne direction que dans la mauvaise, parce qu'on n'est pas à l'abri que le système s'effondre et que derrière ils mettent le même système. Qu'est-ce qui s'est passé avec la crise en 2008 ? Le système bancaire s'est pété la gueule. Est-ce qu'ils ont changé un truc ? Que dalle. D'accord ? Donc c'est ce qui va nous arriver. Ils vont péter le système et ça va repartir. Et ce qui nous attend, c'est la troïka, la grecque. Et ça, vous le savez. Ça, il faut avoir conscience. L'époque où l'État est souverain et dit aux créanciers « allez vous faire foutre », il est révolu. Il est révolu. Aujourd'hui, les créanciers et votre État et ceux qui vous gouvernent sont les mêmes. Ça veut dire que si vous leur devez 3 000 milliards, vous leur paierez 3 000 milliards. Et vous travaillerez pour eux jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que les générations que vous engendrerez meurent. Et il n'y a pas de problème pour ça. Ils ont tout leur temps. D'accord ? C'est ce qui se passe chez les Grecs. Les Grecs, ça fait 10 ans qu'ils... en Grèce depuis 2015, effectivement. La Troïka a mis à genoux la Grèce. Et d'ailleurs, j'ai écouté Marc Toiti, peu importe qu'on parle de Marc Toiti, qui est déjà venu sur l'antenne, il disait qu'au moment donné, le FMI n'était pas trop loin de la gestion budgétaire et des comptes publics de la France. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas très loin de cette marche-là, malheureusement. Mais en tout cas, sur Toxin, on essaie d'alerter tous les gens qui nous regardent en partageant. Et on invite des voix comme toi, mon cher Morgane Trintignant, d'être venu. Merci d'être venu ce matin, en tout cas, pour nous donner ton point de vue toujours intéressant, toujours rugueux. Mais c'est aussi ça, les médias indépendants. On a besoin d'avoir des gens rugueux et des gens qui expliquent ce qu'ils pensent et qui ont des convictions et qui n'ont pas des convictions, surtout en texture de tuyau d'arrosage. Merci, Morgane Trintignant, d'être venu ce matin sur Toxin pour cet entretien. On te souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end et à très bientôt. Voilà. Et allez voir, bien sûr, ton compte Morgane Trintignant sur X. Voilà. Salut. Merci beaucoup, Morgane. Bonne journée à toi. Salut. Merci, Nicolas. Salut.